Nicolas Tenzer est votre invité, Eva, pour son dernier ouvrage. Nicolas Tenzer, bonjour. Bonjour Eva. Votre dernier ouvrage, donc, fin de la politique des grandes puissances, petits et moyens États, la conquête du monde, paru aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes haut fonctionnaire et enseignant à Sciences Po. Tout bouge vite. La guerre en Ukraine a réveillé les craintes d'une guerre au-delà de l'Ukraine qui s'étendrait au cœur de l'Europe. Il y a les pressions de la Chine et l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de Donald Trump et sa façon disruptive pour ses partisans ou erratique pour ses détracteurs d'envisager la diplomatie et la place des États-Unis dans le monde, ce qui, bien sûr, redistribue les cartes. C'est l'objectif de votre ouvrage, Nicolas Tenzer, de nous faire comprendre ce monde complexe. Tout d'abord, vous dites, le sous-titre de votre livre, c'est « Petits et moyens États à la conquête du monde ». Ça veut dire que les grandes puissances, c'est fini ? Alors, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord que si l'on regarde les trois principales puissances, la Russie est en fait un astre mort, déjà. Un astre mort qui fait des centaines de milliers de victimes en mourant, malheureusement, qui est une puissance sur le déclin, qui est une puissance qui va finir comme une sorte de trou noir dans l'histoire. Ça va être une sorte de grand vide après la défaite, bien sûr, de Vladimir Poutine et la fin de ce régime. Ensuite, vous avez la Chine, qui est une puissance certes montante, qui garde encore le plus de pouvoir, pouvoir d'investissement, pouvoir de conquête dans quasiment toutes les zones du monde, mais se crée petit à petit un axe de résistance contre la Chine, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit en Asie centrale même, des pays qui cherchent à quitter l'orbite russe pour se rapprocher plutôt que de l'Occident, qui sont encore trop dépendants de la Chine, beaucoup plus que de la Russie d'ailleurs, mais qui cherchent à s'émanciper. Et donc, derrière, c'est une puissance, effectivement, qui, à mon avis, n'est pas du tout, comme certains le pensaient encore il y a 15 ans, la future première puissance mondiale. Non, c'est une puissance qui peut tomber. Et puis, vous avez les États-Unis. Les États-Unis, première grande puissance mondiale, assurément, mais avec une politique de retrait du monde qui a commencé, en fait, avec George W. Bush, encore plus avec Obama et Biden, et qui aujourd'hui continue encore plus, si je puis dire, à s'effacer, mais dans le cadre d'une sorte d'alliance avec les États voyous, avec Donald Trump. C'est ça le véritable problème, mais qui ne peut pas durer comme ça. Et devant ce mouvement-là, vous avez des petits et moyens États en Europe, en Afrique, en Asie, je pense notamment au Japon, à la Corée du Sud, à Taïwan, des pays d'Amérique latine, le Chili par exemple, qui montrent justement qu'il y a une voie qui n'est pas celle effectivement de se laisser dominer, contraindre ou vassaliser par ces trois États, mais qui repose sur une alliance pour essayer de définir un autre ordre fondé sur la justice, sur le droit, sur les règles du droit international fondées après Nuremberg. Donc c'est ça, je pense, c'est un nouveau monde qui est en train d'émerger. Et l'Europe, parce que ce n'est pas une prophétie, je ne suis pas prophète, mais je pense que l'Europe a un rôle très important à jouer dans l'accouchement, si je puis dire, de ce nouveau monde. Vous parlez de quelque chose d'important, Nicolas Tenzer. Vous parlez de ce qui s'est fondé dans le monde pour le maintenir en paix après Nuremberg, notamment la justice internationale, le droit. Ça, c'est en train de s'effondrer ? Oui, ça s'effondre. Alors, encore une fois, l'effondrement, il ne date pas d'aujourd'hui, il n'est pas nouveau. Ça s'effondre de la faute à qui ? Alors ça c'est faute d'abord bien sûr parce que vous avez les États qui visent délibérément à remettre en cause ces règles du droit international et pour moi effectivement Nuremberg c'est la date clé. Beaucoup plus que la Charte des Nations Unies, même si après ça a été repris repris dans la Charte des Nations Unies, ça a été repris par les grandes conventions internationales sur les crimes, ça a été repris sur les grandes conventions internationales sur les réfugiés, sur le droit humanitaire en général, mais le vrai fondement c'est Nuremberg qui définit ces crimes imprescriptibles. Alors ça a été remis en cause donc par ces États qui veulent abolir ces lois, la Russie en premier, la Chine de plus en plus, la Chine de Xi Jinping de ce point de vue-là est très différente de celle de Hu Jintao et de Jiang Zemin, ses prédécesseurs, et aujourd'hui par les États-Unis de Trump, qui me paraissent vouloir ne plus prêter la moindre attention aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité, sont complètement indifférents à ce droit international. On l'a vu d'ailleurs avec les proclamations qui paraissent grotesques, mais qui sont en fait dangereuses de Trump quand il dit « Voilà, j'ai mon intérêt national au Groenland, je vais reprendre le Groenland. » Et puis le Canada, c'est le 51e État des États-Unis. Donc, les règles même, ce monde juridique s'effondre. Et devant cela, vous avez d'autres zones du monde
et en particulier l'Europe, qui disent mais ce droit est très important. Et puis vous avez ces débats, d'ailleurs en Israël même, qui sont partagés par justement des courants très différents. Certains, auxquels personnellement j'appartiens, je ne suis pas israélien, mais je suis proche de ceux-là, qui disent la loi, j'ai envie de dire avec un grand L, qui nous a inculqué dans la tradition, c'est ce que nous devons respecter par-dessus tout, parce qu'il n'y a pas de légitimité sans respect de la loi, révérence devant la loi, incarnée aujourd'hui, bien sûr, par les juges, notamment constitutionnels, les textes fondamentaux, et puis il y a ceux qui sont dans la disruption de la loi. Et je pense qu'effectivement, pour Israël, vous voyez, c'est vraiment, je crois, un dilemme, c'est est-ce qu'ils vont tomber du côté de ces puissances révisionnistes, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit, ou bien du côté des puissances de droit. Justement, Nicolas Tenzer, faut-il s'étonner que l'héritage de Nuremberg s'effondrant, il y ait de plus en plus, quelle que soit par ailleurs la politique d'Israël, de critiques par rapport à l'existence même d'Israël. On en parle rarement, mais est-ce que ça ne va pas aussi un peu ensemble ? Bien sûr que cela va ensemble, c'est-à-dire qu'à partir du moment où certains disent que des crimes atroces peuvent être d'une certaine manière lavés parce qu'ils s'adressaient, ou ils visaient plutôt un État qui n'a pas de raison d'exister, qui commet aussi des atrocités comme Israël. Je pense évidemment au génocide commis par le Hamas le 7 octobre, qui disent finalement c'est pas si grave que ça. Après tout, c'est une réplique, il faut la comprendre. Vous savez, cette idée de compréhension. Et moi j'ai eu la même chose, parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur la Russie, qui était l'objet de mon précédent livre, Notre guerre, je veux dire, j'ai vu aussi combien il y avait une forme de justification, légitimation de Poutine. Il faut comprendre, il aurait été attaqué, ce qui est complètement faux. Et là, on voit la même chose sur Israël. Et puis d'un autre côté, vous voyez l'autre courant qui dit, mais devant évidemment ces crimes qui sont des crimes de génocide commis par le Hamas, on a le droit de tout faire. Et moi, je m'oppose aussi à cela. Bien sûr. Parce que c'est ça qui est très important, c'est tenir effectivement la voie de la justice, même quand elle ne nous plaît pas. Et c'est pour ça que je le dis clairement, sans ambiguïté. Je ne comparerai jamais ni Poutine et Netanyahou, bien sûr que pas. Mais je pense qu'à partir d'un moment, la question de la respect des décisions de justice doit s'imposer à tous. Parce que si on met le doigt dans le non-respect, je pense évidemment au jugement de la Cour pénale, plutôt à l'inculpation, c'est pas encore un jugement. Non, c'est pas l'inculpation, encore. Soyons clairs, il faut être très prudent avec les mots. L'inculpation par la Cour pénale internationale, aussi bien de Poutine que de Netanyahou. Encore une fois, les crimes n'ont rien à voir, soyons clairs aussi là-dessus, mais il y a une incrimination qui est commune, je pense qu'il faut la respecter. Nicolas Tenzer, vous évoquez dans votre ouvrage, notamment, vous consacrez tout un chapitre au Moyen-Orient, intitulé « Sans unité ni stratégie ». Pourquoi est-ce que ça, c'est aussi le produit de l'histoire du Moyen-Orient qui a été construit des suites des colonisations et finalement de peuples qui avaient été très peu étatisés auparavant. Est-ce que c'est ça qu'on paye aujourd'hui aussi ? Alors bien sûr, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez absolument aucune stratégie commune du Moyen-Orient, même si vous prenez ces institutions, d'ailleurs qui ne sont pas totalement le Moyen-Orient, prenons à la Ligue arabe. La Ligue arabe, vous avez des pays évidemment du Moyen-Orient et puis des pays qui n'y sont pas véritablement. Je pense par exemple à Djibouti ou aux Comores qui sont membres de la Ligue arabe. Ils ne sont pas des pays arabes. Vous avez même la Turquie comme membre associé, c'est pas un pays arabe. L'Iran n'y est pas pour d'autres raisons. Ou si vous prenez l'organisation de la conférence islamiste, c'est beaucoup plus vaste que le monde arabe, puisque vous avez les grands États musulmans du monde, l'Indonésie, le Pakistan, qui en font partie. Mais si on prend ce monde-là, aujourd'hui, ce qui est très frappant, c'est que vous n'avez pas de vision de la part de la plupart de ces États. Le seul État, curieusement, qui pourrait imposer une vision du monde, c'est aujourd'hui la Turquie. C'est aujourd'hui le seul État qui n'est pas arabe, du Moyen-Orient, qui aujourd'hui essaye d'avoir véritablement un rôle mondial. Mais si vous regardez les autres États qui essayent de jouer ce rôle, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite par exemple, ou l'Égypte dans le temps, avec Nasser, quoi qu'on en pense par ailleurs. Je veux dire, l'Égypte avait ses stratégies. Aujourd'hui, elle finit par s'adapter complètement. Elle a une politique erratique. Elle est un jour avec la Russie, un jour elle se tourne vers les États-Unis. Puis finalement, vous avez la Chine qui marque de plus en plus cette zone-là et les États du Moyen-Orient qui ne résistent absolument pas. C'est ça qui est aussi très frappant.
Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Fin de la politique des grandes puissances. On se retire des réseaux sociaux et on lit cet ouvrage qui remet de la problématisation et de la complexité. Et ça aussi, ça aide à comprendre les choses. Votre livre donc est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Merci à vous Eva Soto. Merci à tous les deux.